Merci madame, merci messieurs. Alors écoutez, la transition est très facile puisque le mot débat vient d'être lâché, donc je vous passe maintenant la parole. Jean-Claude Lasnier a deux petites questions qu'il posera à chacun des intervenants, mais qui pourront être peut-être des questions un petit peu de conclusion. Là, je voudrais déjà vous donner la parole pour savoir si sur tout ce que vous avez entendu, vous avez des questions, des points de complément d'information, voire des témoignages assez courts dans ce cas-là, mais des témoignages ou des idées à émettre. Monsieur, vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez. Merci. Bonsoir, je suis Guy Boigny, je suis le président de l'association des diplômés de l'IAE-DEX. Déjà à ce titre, je tiens à remercier les intervenants pour la richesse de leurs propos. Alors, j'ai une question et une interrogation, et puis également une demande en tant que président de l'association des diplômés. Je vous annonce qu'à partir de ce soir, nous n'allons plus prononcer IAEX Alumni, mais IAEX Alumni. Alors, j'ai une interrogation plus personnelle, puisque en tant que formateur et coach en management, je crains un peu d'inscrire sur mes cartes de visite formateur et entraîneur en direction, mais je vais y réfléchir. Alors, la question peut-être plus sérieuse, ça concerne l'Inde, et je voudrais savoir ce qu'il en est concernant l'hindi et l'anglais par rapport aux affaires que l'on peut faire avec l'Inde. Merci. Merci. Claude Agege. Je puis répondre. L'Inde donne un exemple très triste et en même temps, hélas, très naturel, d'un phénomène contradictoire. Lors des négociations d'indépendance en 1847-49 avec la Grande-Bretagne, il allait de soi qu'une grande langue de l'Inde avait vocation à devenir la langue officielle, et c'était le hindi. Pourquoi? Parce qu'il est majoritaire. Le Pandit Nehru, le père de Madame Gandhi, la pauvre, était extrêmement favorable au hindi. Il s'est, hélas, immédiatement heurté aux gens de Calcutta, pourquoi pas le bengali, aux gens de Bombay, pourquoi pas le marathi ou le gujarati, aux gens de Lahore, pourquoi pas le punjabi, aux gens de Madras, aujourd'hui Chennai, pourquoi pas le tamoul, aux gens de Bangalore, pourquoi pas le malayalam, le telugu, le kannada ou d'autres langues dravidiennes du sud de l'Inde. Et par conséquent, on est arrivé à cette contradiction qui paraît logique aux yeux de certains, mais qui est un phénomène très triste. La seule langue qui a semblé rallier tous les suffrages n'était pas une langue nationale, comme le hindi, très largement majoritaire, bien que le bengali et le marathi se parlent aussi par des centaines de millions, mais le hindi par un plus grand nombre encore de centaines de millions. La seule langue qui a rallié les suffrages, c'était la langue du colonisateur, de celui avec lequel on venait de négocier l'indépendance. Et c'est au point qu'aujourd'hui, non seulement le hindi, malgré son importance immense au sein de l'Inde, n'a aucune vocation extranationale et n'essaye en rien de se promouvoir comme le fait le gouvernement de Pékin pour le mandarin, mais en plus, actuellement, ce que nous voyons, c'est que les élites anglophones, qui sont naturellement minoritaires, le pauvre malheureux qui est parmi les plus pauvres du monde, qui travaille au bord du Gange ou dans des plantations de riz extrêmement misérables, ne parle pas un mot d'anglais. Il parle sa langue nationale et très souvent son dialecte ou son patois. Il y en a plusieurs centaines en Inde. Eh bien, la langue, donc, qui est promue par les élites politiques et cultivées, dont certaines, un tout petit nombre, auraient, paraît-il, l'anglais pour langue maternelle. Un tout petit nombre, ils sont élevés en anglais même. Eh bien, c'est l'anglais, et l'Inde apparaît même comme un des principaux soutiens de la diffusion de l'anglais. À cet égard, honni soit l'exemple indien, et je leur souhaite, dans leur propre intérêt et pour leur avenir, de changer rapidement de politique. Est-ce que c'est quand même un inconvénient, puisque vous avez évoqué l'Inde tout à l'heure, hein, notamment, Monsieur Lassalle, est-ce que par rapport à la pénétration et à la puissance économique de l'Inde, ce constat est un inconvénient majeur? À notre niveau et dans le cadre de notre groupe, non, ce n'est pas un inconvénient. Au contraire, ça facilite la communication et les relations de travail avec ce pays.